l'article 2. Nous avons 3 amendements de suppression de l'article 2. L'amendement 74 de M. Cherki n'est pas défendu. L'amendement numéro 78 défendu par Mme Fraisse. Oui, cet article 2, vous le savez tous, pose problème aux syndicalistes et à la société civile et aux députés que nous sommes. Et il est révélateur de la philosophie de ce projet de loi qui, malgré tous les échanges, reste contesté. Évidemment, en réécrivant toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l'aménagement des horaires, au repos, au congé payé, cet article met en place une architecture à 3 niveaux qui étend la primauté de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche et à la loi. Pour les salariés, cette décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise, combinée à une remise en cause du principe de faveur, se traduira inévitablement par un recul des protections garanties actuellement par la loi. Ce n'est pas une obligation, vous nous l'avez dit, mais c'est une évidence dans le contexte, ce que nos concitoyens ont parfaitement compris et qui explique la mobilisation massive et durable contre ce texte depuis 4 mois. C'est quelque chose dont nous avons la nécessité de tenir compte. Je pense par exemple à la liberté laissée aux accords d'entreprise de fixer le niveau de majoration des heures supplémentaires avec un plancher à 10% sans tenir compte de l'accord de branche, ou encore à la modulation du temps de travail qui serait désormais possible sur 3 ans au lieu d'une année actuellement. Notre droit de surcroît concernant le temps de travail est déjà largement flexible et vraiment nous regrettons cet acharnement à vouloir le flexibiliser davantage au détriment des salariés. Ce que le Sénat aggrave largement, et je veux le souligner, notamment en supprimant la notion de durée légale de travail hebdomadaire à laquelle a été substituée celle de durée de référence déterminée par accord d'entreprise ou à défaut de branche, ce qui permet de fait la remise en cause des 35 heures, en assouplissant les règles en matière d'aménagement du temps de travail et du forfait jour pour les entreprises de moins de 50 salariés, ou encore, s'agissant du temps partiel, en supprimant le plancher de 24 heures actuellement imposé par la loi et en introduisant la possibilité que la durée minimale de travail à temps partiel soit définie par accord d'entreprise. On voit bien qu'avec cet article 2, et y compris le positionnement du Sénat le montre, nous ouvrons la possibilité d'excès absolument impossibles à accepter. Ce seraient des reculs sociaux trop graves. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, cet article 2 qui bloque, il faut le retirer et nous en demandons la suppression. Merci. Nous avons un amendement identique de suppression défendu par Madame Carré-Conte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors effectivement, quelques éléments complémentaires. C'est donc un article de suppression pour 2 objets, à la fois pour revenir sur les modifications rétrogrades et régressives, certes sans surprise, mais bon, qui ont été apportées par la droite au Sénat, notamment sur la question de la durée légale du travail ou la dérogation aux 24 heures, avec toutes les conséquences évoquées tout à l'heure par Catherine Coutel, en particulier sur la question de l'emploi des femmes. Et cet amendement de suppression vise en même temps, vous le savez, à revenir sur le débat qui nous préoccupe depuis le début sur ce texte autour de la nouvelle architecture du Code du travail qui est proposée, ici sur le sujet essentiel de la durée et de l'organisation du travail, et qui, pour les signataires et les soutiens de cet amendement, nous semble porteur de un certain nombre de dangers et de régressions pour les salariés. Le débat, je crois qu'on a progressé là-dessus, n'est pas à caricaturer entre ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre les accords d'entreprise. Je crois que tout le monde reconnaît le fait que dans un certain nombre de cas, les accords d'entreprise peuvent évidemment faire progresser les conditions des salariés. La question est l'encadrement de ces accords d'entreprise et les sujets sur lesquels ils peuvent porter. Or, vous le savez, l'écriture actuelle de cet article
qui permet aujourd'hui de faire primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche et d'avoir des accords d'entreprise moins favorables aux salariés sur des sujets aussi essentiels que le taux de rémunération des heures supplémentaires ou la modulation du temps de travail, nous semble, vous le savez, de nature à pouvoir créer un risque de concurrence, de dumping social entre les entreprises d'une même branche et se traduire concrètement par une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Le verrou de l'accord majoritaire qu'on rétorque en général à ces arguments, au-delà du fait qu'il est affaibli par la possibilité de référendum, on y reviendra sur l'article 10, ne nous semble pas être un contrepoids suffisant par rapport aux pressions et aux risques qui pourraient exister au moment des négociations sur ces accords d'entreprise. Et puis je rajoute enfin que sur cet article, par de nombreuses dispositions, on vise à faciliter, encourager l'augmentation du temps de travail. Et je crois que cette logique-là va à contresens historique et politique de ce que nous devrions faire aujourd'hui pour lutter efficacement contre le chômage. Alors je sais, monsieur le rapporteur, qu'il y aura des amendements effectivement qui viendront après à l'article 13 pour renforcer le rôle des branches. Donc je crois qu'on se satisfait tous que cette question du renforcement des rôles des branches ait été davantage prise en compte dans les discussions autour du texte. Mais il me semble que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur cet article 2 qui, encore une fois, est le cœur, non pas seulement du débat, mais des conséquences concrètes de ce projet de loi sur la vie des salariés en termes d'organisation du travail, de rémunération des heures supplémentaires, etc. Donc c'est là le sens de cet amendement de suppression. Merci. Je donne maintenant la parole au rapporteur pour son avis sur ces 3 amendements de suppression. Merci, Madame la Présidente. Je pense que dans ce débat assez complexe sur cet article 2, il y a des éléments qu'il ne faut pas tenir lorsqu'ils ne sont pas exacts. Et je dis à l'instant qu'expliquer qu'il y aura une augmentation du temps de travail, alors même que les 35 heures font partie des éléments qui ne peuvent pas être remis en cause dans les accords d'entreprise, même si le Sénat, lui, a remis en cause les 35 heures, me paraît ne pas être normal en termes d'exposé, je le dis à Fanélie Carré-Comte, parce que ça, c'est inexact. Elle aurait pu dire que la rémunération horaire, j'aurais entendu, non, vous avez dit augmentation du temps de travail, ce qui est inexact. Donc, il faut faire très attention, si on est tous, et je ne vois pas pourquoi nous ne le serions pas, dans la volonté de poser sereinement les débats, pour ne pas poser des éléments inexacts. Deuxième remarque, il y a finalement dans l'intervention de notre collègue Fanélie Carré-Comte et dans l'intervention de notre collègue Jacqueline Fraisse, forme de postulat. Et le postulat qui est le vôtre, mais depuis le début d'ailleurs, c'est celui que, par principe, l'accord d'entreprise serait plus défavorable que l'accord de branche. C'est finalement une entrée dans la discussion par le risque, si je me permets cette remarque, c'est une entrée dans la discussion par le risque, plutôt qu'une entrée dans la discussion par qu'est-ce que peut apporter un accord d'entreprise. Et j'entends cet élément-là, puisque vous pouvez m'attester que depuis le début, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de risque. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à dialoguer fortement avec le gouvernement pour que la branche ne soit pas ni mésestimée, voire même qu'elle soit renforcée. Nous y reviendrons dans l'article 13 un peu plus loin. Mais du coup, vraiment, je pense qu'il faut faire attention à ce postulat. Je précise d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 13 branches professionnelles qui ont autorisé des accords d'entreprise sur les heures supplémentaires moins favorables que l'accord de branche. 13. Dans aucune de ces 13 branches, il ne s'est avéré de dumping social tel que vous le suggérez. Dans aucune de ces 13 branches, il ne s'est avéré de dumping social. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux de notre réflexion, c'est de dire, est-ce qu'il y a dans le droit conventionnel des éléments dont on considère qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'accords d'entreprise, plus défavorables que l'accord de branche, ou est-ce que nous considérons au contraire qu'il y a des sujets dans lesquels la proximité de l'accord d'entreprise est une plus-value? C'est le choix qui est fait avec cet article 2. Et cet article 2,
en effet, vous avez raison de dire qu'il est un élément extrêmement déterminant du texte. Mais cet article 2, il fait ce choix-là, de dire qu'il y a des sujets dans lesquels, en effet, la discussion, parce qu'elle est en proximité, est une discussion qui peut permettre de mieux correspondre à la réalité de ce que sont les conditions de travail des salariés. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que nous sommes sur l'organisation du temps de travail. Nous avions des auditions hier, je regarde Monique Iborra, dans lesquelles on nous disait « Non mais vous comprenez, le temps d'habillage ou le temps de déshabillage, ça doit relever de l'accord de branche. » Moi, je veux bien qu'on m'explique que tout relève de l'accord de branche. Très sincèrement, le temps d'habillage et de déshabillage, pour moi, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent qu'il relève de l'accord d'entreprise. Je pense que c'est quand même dans l'entreprise que l'on sait mieux définir ce que doit être ce temps d'habillage ou de déshabillage. Et on en vient donc à cette question, bien sûr, qui est, on a bien compris, une espèce d'élément de discussion légitime, encore une fois, sur la problématique des heures supplémentaires. Et c'est là où je renvoie, même si j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Je rappelle qu'on parle d'accord majoritaire. Et que, d'ailleurs, jusqu'à présent, nous avions des évolutions d'accords qui se faisaient à 30%. Nous sommes aujourd'hui à 50%. Et donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que parce qu'il y a un risque, et je l'entends, j'ai fait tellement de réunions publiques dans le pays que le risque, c'est le syndicat maison, le risque, c'est la pression, etc. Mais oui, qu'il y a un risque. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas avoir confiance en direction des partenaires sociaux et en direction notamment des organisations syndicales pour nous dire que ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'il faut s'interdire de renforcer l'accord d'entreprise quand cet accord d'entreprise, parce qu'il est dans la proximité, peut être une vraie réponse à des problématiques spécifiques qui sont celles de l'entreprise. Par contre, dans ce qui nous était développé, et moi, encore une fois, j'ai défendu ça, le risque que, finalement, ce que nous faisons sur l'organisation du temps de travail se propage à d'autres secteurs, qui sont ceux du Code du travail. Ce risque-là me paraissait pertinent. Je n'y reviens pas, nous y répondrons avec l'article 13. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de concevoir la loi par rapport aux risques, mais de concevoir plutôt la loi par rapport aux opportunités que nous ouvrons, encore une fois, sans qu'il n'y ait de démonstration en dehors du postulat que l'accord d'entreprise est forcément plus défavorable que l'accord de branche. Je termine en disant, enfin, si les branches nous paraissent de tous les risques, ça se saurait. Franchement, ça se saurait. Parce que j'en finis par penser, quand j'entends le débat dans le pays, que, en dehors de la branche, point de salut. Je pourrais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai remis un rapport sur la pénibilité, qui demande des référentiels de branches. Quand je me retourne pour savoir combien il y a de branches qui sont... Je parle pas de celles qui ne veulent pas. Je ne fais aucun écho à l'actualité du jour ou d'hier, que je trouve tout aussi scandaleux que Mme Coutel, tout à l'heure, lorsqu'elle exprimait, quand un représentant d'une organisation syndicale patronale puisse considérer que la loi ne veut pas qu'elle s'applique, je trouve ça scandaleux. Mais cela étant, quand je me retourne en direction des branches, enfin, il y en a quand même une bonne partie qui sont totalement incapables de définir un référentiel et alors, a fortiori, encore peut-être plus incapables de définir un accord type de branche. Donc il faut qu'on ait tous ces éléments-là dans notre tête pour nous dire que oui, il est légitime d'avoir des alertes. Oui, il est légitime de se dire comment on essaie de les corriger. Mais des amendements de suppression qui interdisent, c'est ça qui est suggéré, des amendements de suppression qui interdisent même le principe de l'accord d'entreprise, qui interdisent même le principe de faire qu'on puisse adapter, y compris avec des éléments qui pourraient être moins favorables sur certains aspects et plus sur d'autres, même si, je le redis, c'est quoi un accord plus favorable ? Ou moins favorable? Comment on analyse un accord plus favorable ou moins favorable? Alors, naturellement, si on prend... Mais oui, mais sauf que chaque fois dans votre démonstration, vous me prenez qu'un élément, les heures supplémentaires. Alors, c'est vrai que sur les heures supplémentaires, moi, je sais très bien qu'une heure supplémentaire à 25 ou une heure supplémentaire à 10, c'est moins que 25. Ça, j'arrive à peu près à concevoir cette notion-là. Mais l'accord, il ne se fait pas que sur un thème. L'accord, il se fait sur des items. Et donc, je renvoie aux 13 branches que j'évoquais tout à l'heure. Ils ont permis des accords d'entreprise dérogatoires
Mais ces apports d'entreprise, s'ils ont été acceptés, c'est parce que dans l'ensemble des items, il pouvait y avoir d'autres éléments qui fassent que les signataires, à 30%, je rappelle, jusque-là, qui seront maintenant à 50%, considèrent que l'équilibre général de l'accord est un élément qui est suffisamment fort pour pouvoir être porté et accepté. Donc pour l'ensemble de ces éléments, j'émettrai un avis défavorable sur ces amendements de suppression, non pas, encore une fois, parce que je ne considère pas qu'il y a de la pertinence dans ce que vous évoquez, mais parce que je ne veux pas que la porte d'entrée soit le risque qui, finalement, obère toute possibilité de faire. Moi, je préfère que nous fassions en essayant de voir comment on limite les risques qui peuvent exister. Madame Fraisse. Oui, moi, ce débat est tout à fait central. On ne va pas le mener pendant des heures ici, puisqu'on s'est déjà beaucoup exprimé. Je ne veux pas faire perdre de temps. Mais je voudrais dire au rapporteur que je lui donne acte que des accords d'entreprise peuvent être utiles et qu'ils peuvent même être plus favorables. Voilà, donc ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça du tout. Bien sûr qu'il doit y avoir la possibilité d'accords d'entreprise et que ces accords peuvent être plus favorables. Il n'y a pas d'a priori là-dessus. Mais je regarde, j'écoute, comme vous tous, celles et ceux qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets et de négocier. Et on voit bien deux choses. D'abord, que le contexte de chômage, de difficultés pour trouver un emploi, pour le garder, pour avoir un salaire décent, pour avoir des horaires suffisants, voilà, remise en cause, par exemple, des 24 heures de travail à temps partiel, etc. On voit bien que dans le contexte, ce n'est pas une question d'a priori, dans le contexte, c'est un fait objectif. Plus l'entreprise est petite, moins le rapport de force est favorable ou risque d'être favorable aux salariés. Et donc c'est ça le sujet, c'est ce que disent les organisations syndicales et je pense qu'elles sont expérimentées sur ce sujet et c'est ce que montrent beaucoup d'exemples. Voilà ce que je dis et par conséquent, et j'ajoute que ce que le Sénat propose vient confirmer cette préoccupation légitime, puisque eux, ils vont encore plus loin. Et donc, moi, j'interroge notre rapporteur et le gouvernement, pourquoi tenez-vous tant à cette mesure qui inquiète considérablement et à juste titre les salariés, les syndicats, et posez-vous la question de savoir pourquoi le patronat et la droite et le Sénat y tiennent à cet article 2 et l'aggravent. Je crois que c'est la démonstration de la légitimité de ce que nous avançons. Oui, vous ne savez pas ce qu'est la droite, je comprends. Faudra peut-être inscrire la définition quelque part. Je vous en donne acte. Merci. Monsieur Cavard. Oui, j'en profite pour réagir, parce qu'on ne reviendra plus comme ça sur l'article 2, puisqu'il y a pas mal de propositions. Mais juste pour dire d'abord à ma collègue Jacqueline Fraisse que la question des salariés qui seraient inquiets ne peut pas être simplement sur une logique d'expression de certains salariés qui portent cette inquiétude. Parce que jusqu'à preuve du contraire, sur les accords d'entreprise, il y a aussi des représentants de syndicats salariés qui ne sont pas les moindres, qui le défendent fortement. Alors, soit vous considérez qu'ils sont moins représentatifs, ce qui, à mon avis, serait dangereux, soit on peut considérer que dans le monde salarié, et là je crois qu'on en conviendra, qu'il peut y avoir deux visions différentes par rapport à deux pratiques différentes. Une pratique du dialogue permanent et du compromis qui permet de trouver des équilibres et qui ne sont pas toujours liés à des rapports de force. Il y a parfois des rapports de force, mais notamment dans les entreprises de moyenne taille ou de petite taille, ce n'est pas toujours le rapport de force qui prévaut. Sur les grandes entreprises, là pour le coup c'est vrai, qui embauchent d'ailleurs beaucoup de salariés, mais qui eux, la plupart du temps, maîtrisent très très bien le principe des accords d'entreprise, et c'est d'ailleurs ceux-là qui sont cités souvent dans les milliers d'accords d'entreprise qui sont mis en avant, puisque c'est souvent dans ces grandes entreprises, il n'y a aucun problème pour les représentants syndicaux salariés pour négocier des accords d'entreprise dans ces grandes entreprises, du fait que les rapports de force sont sûrement plus équilibrés, et parfois même, c'est plutôt du côté de la direction
où les choses tremblent parce que les rapports de force sont là pour le coup souvent inversés. Et on en a vu quelques exemples encore récemment. Donc du coup, j'insiste moi sur le fait que l'accord d'entreprise en tant que tel, nous on le défend au sens d'une logique. Quand je dis nous, c'est y compris la perception des écologistes que nous sommes, on le défend sur le principe même de ce que nous souhaitons aujourd'hui dans le cadre du dialogue au niveau économique qui est pour nous la référence, qui est l'économie sociale. Je ne suis pas dupe. Je connais le fait qu'un employeur, à un moment donné, peut se comporter parfois de mauvaise manière. Au même titre que j'imagine qu'il peut y avoir aussi de l'autre côté des salariés qui n'ont pas toujours des comportements de bon escient. Mais le principe... Et justement, du coup, dans le cadre de la discussion et du dialogue social, je pense qu'il y a aujourd'hui de larges discussions qui se font déjà sur le terrain entre entrepreneurs et salariés pour essayer, en fonction des réalités de l'entreprise, de trouver un juste équilibre. Là, ce que permet le texte, c'est de dire en gros, mesurons ensemble, on l'évaluera. Mais plutôt que de se faire peur au départ, mesurons ensemble dès le départ si cette logique qui permettrait à donner de la force à ces accords d'entreprise et donc au dialogue sur le principe de l'accord majoritaire. On insiste. Avec, pour les petites entreprises, je permets de le dire parce qu'il faut toujours rappeler, c'est le principe de la pédagogie comme on dit, sur le fait qu'il y a aussi la possibilité d'accord type de branche pour vraiment celles et ceux qui sont dans les toutes petites entreprises et qui effectivement ne trouveront pas spécialement le temps de discuter de ce type d'accord. Et donc il y a tout un processus qui permet cette question de l'équilibre. Voilà. Et donc j'insiste moi sur le fait qu'il faut peut-être se faire violence un peu les uns les autres sur cette culture de l'idée que automatiquement les discussions sur le temps de travail, sur la question de l'organisation du travail, etc. se font dans des rapports de force. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qui vont réapparaître, parce qu'évidemment le texte du Sénat ne va pas dans ce sens-là, mais qui permettent aussi de donner un certain nombre de garde-fous à ces risques potentiels, je pense notamment, certes pour les salariés, parfois des pressions, ou éventuellement, évidemment aussi, sur les enjeux qui concernent les distorsions qui peuvent exister en termes de concurrence dans une même type de branche. Voilà, et ce sont les vrais débats qui viendront au fur et à mesure que les discussions se feront. Merci Monsieur Cavard. Madame Carré-Comte. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques éléments de complément. D'abord, je trouve intéressant la porte d'entrée du rapporteur sur la question risque ou opportunité par rapport à la loi et à l'article. Mais je voudrais dire que, en fait, moi, l'angle d'approche que j'ai par rapport à ça n'est pas celui-là. En matière de code du travail, il me semble que l'angle qui doit être aujourd'hui celui du législateur, c'est pas la question des risques ou d'opportunités, c'est la question de la protection des plus fragiles. Et c'est en ce sens que, pour moi, cet article 2 pose problème aujourd'hui, parce que je crois qu'il ne répond pas aux objectifs, aux ambitions et aux règles que nous devons fixer en matière de protection des plus fragiles et de ceux qui pourraient être victimes des possibilités que nous allons ouvrir avec cet article. Par ailleurs, sur la question du temps de travail, je maintiens que le sujet n'est pas de dire qu'on touche à la durée légale, mais que quand on met en place des mesures qui visent à rendre plus simple la diminution du taux de rémunération des heures supplémentaires, on est dans une logique d'encouragement du recours aux heures supplémentaires. Ça me paraît quand même, je pense qu'on n'imagine pas aujourd'hui que dans les accords d'entreprise qui seraient signés, il y aurait moins de recours aux heures supplémentaires. Et donc ça va en plus à l'encontre de ce que nous avions fait très justement, à mon sens, même si on aurait dû le compléter par d'autres choses au début de la mandature, sur la suppression de l'exonération des heures supplémentaires que nous avons fait en 2012. Donc là, on est en contradiction avec ça. Donc je maintiens que pour moi, ces dispositions visent non pas à remettre en cause la durée légale, mais à faciliter dans les entreprises des logiques d'augmentation du temps de travail. Et je crois que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. Et puis, dernier élément sur la question des branches. Moi, je n'idéalise pas non plus le rôle des branches. D'ailleurs, ça me fait dire que on est peut-être aussi passé à côté, mais c'est pas fini, d'un débat dans ce projet de loi sur pas simplement le rapport entre accords de branche et accords d'entreprise, mais le rapport entre la loi et les accords de branche et accords d'entreprise. Et effectivement, il y a aussi ce débat-là qui est au cœur de ce qui nous préoccupe. Mais en revanche, je reconnais aux branches un rôle majeur de régulation et de lutte contre le dumping, la concurrence entre les entreprises. Et dernier élément, par rapport à l'histoire des heures supplémentaires, la ministre, en commission des affaires sociales, dans sa première audition, nous avait dit que sur les 50 branches les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont suivies dans le cadre du suivi du pacte de responsabilité, il n'y en a aujourd'hui que 5
dans lesquels les accords d'entreprise peuvent réellement prévoir un taux de rémunération inférieur à celui de la branche. Donc, ce qui veut donc dire que dans les 45 autres, elles ont considéré que le verrouillage était une bonne chose et qu'il fallait qu'elles empêchent les entreprises de la branche d'aller en dessous de ce qui était fixé par la branche. Donc moi, cela m'inquiète, parce que si les 45 ont considéré qu'elles avaient besoin de cette verrouillage, c'est pour une bonne raison, et donc je ne comprends pas pourquoi on ne reste pas de ce point de vue-là à la situation telle qu'elle existe. Merci. Monsieur Richard. Oui, merci Madame la Présidente. Désolé de m'inviter dans un débat entre les gauches. Juste préciser sur l'organisation des... Non, mais c'est une réalité. Entre les gauches. Non, je pense sur l'organisation des travaux, il eût été plus correct, je trouve, Madame la Présidente, et d'abord je pense que ça aurait servi le calendrier de la journée de la ministre, que nous débattions de l'article 2 et de l'article 13 en même temps. Parce que parler de l'un sans l'autre n'a pas de sens. Il y a des choses dans l'article 13 qui sont intéressantes, qui sont des lâchers du gouvernement et de la majorité vis-à-vis des partenaires sociaux, et qui sont des choses intéressantes. Je pense à la précision sur le rôle des branches, sur la question de la pénibilité et de l'égalité professionnelle homme-femme, où les accords de branche, semble-t-il, primeront demain sur les accords d'entreprise. Je pense au fait que les organisations professionnelles et syndicales devront engager, selon des amendements à l'article 13, eux-mêmes déposés par le gouvernement et le rapporteur, je le signale à nouveau, devront engager des négociations pour déterminer pour chaque branche les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, à l'exception des thèmes et de la primauté prévue par la loi pour les accords d'entreprise. Donc, je trouve qu'un débat où nous parlons de l'article 2 sans évoquer ces amendements, c'est pour ça, mes chers collègues, que je me permets de le faire, parce que c'est très important, et la position que les uns et les autres doivent avoir sur l'article 2, me semble-t-il, ne peut se faire qu'à l'aune des amendements déposés conjointement par le gouvernement et le rapporteur. Merci, Monsieur Richard. Madame Iborra. Oui, rapidement, parce que nous débattons déjà depuis de longues semaines sur cet article 2. Moi, simplement ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on vit plus ici d'ailleurs, comme dans la rue, sur des représentations plutôt que sur ce qui se passe réellement dans les entreprises. Oui, ça, je le maintiens. Je le maintiens et j'ai pu l'entendre. Sur l'état des branches, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez rencontré beaucoup de personnes avec qui vous avez pu discuter dans la rue, des citoyens, leur demander ce qu'était une branche, à quoi elle servait? Est-ce que vous avez interrogé des salariés en leur demandant s'ils savaient quels étaient les contenus de leur accord de branche de laquelle ils dépendaient? Je vous demande de le faire et vous serez assez étonnés. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette fixation sur des accords de branche. Or, on le sait très bien, qu'aujourd'hui, elles ne protègent plus comme elles auraient pu protéger. Est-ce que le législateur que nous sommes, nous n'avons pas l'obligation, en effet, d'améliorer les choses et de protéger, d'ailleurs, comme cela a été dit. Sauf que quelquefois, les protections, elles débouchent sur quoi? Elles peuvent déboucher aussi sur de l'exclusion. Et à partir du moment où ce sont les salariés qui sont concernés, il est quand même utile qu'ils sachent de quoi on parle. Or, de quoi on parle, on le sait davantage au niveau de l'entreprise qu'au niveau d'une centralisation qui n'est plus de mise parce qu'elle devient complètement inutile et inopérante. Donc, l'accord d'entreprise, c'est là que se discute, en effet, que se peut se discuter un certain nombre de choses et d'organisations. Jamais dans la loi, il a été dit que les accords de branche disparaissaient. Mais ils sont aujourd'hui tellement obsolètes que tout le monde convient, en effet, qu'il faut les restructurer. Alors, je vous en prie, prenez en compte des réalités des choses et je dirais finalement, enfin, qu'en ce qui concerne les petites entreprises dont on nous a parlé, dont on a réellement tenu compte, à partir du moment où il y a des accords types de branches, à partir du moment où il est exigé un mandatement, qu'on ne vienne pas nous dire qu'elles sont sacrifiées dans cette loi.
et qu'on laisse le chef d'entreprise faire absolument tout ce qu'il veut. C'est faux et archi faux. Donc, j'en terminerai là. Je pense que les points de vue, apparemment, pour certains en tout cas, on ne peut pas les rapprocher. Et donc, il nous faut voter sur ce qui nous est proposé dans ce texte. Merci, j'entendais, avant de donner la parole à M. Cherpion, j'entendais Mme Carré-Comte nous dire les plus fragiles. Vous savez, pour connaître le monde de la très petite entreprise, puisque je l'ai connu à la fois des deux côtés du manche, comme on dit, les plus fragiles, c'est pas forcément ce qu'on entend d'ailleurs. Parce que les plus fragiles, ils se donnent même pas le droit de grève. Ils se donnent même pas le droit de grève. Et d'ailleurs, quand ils parlent d'accord, ils parlent pas d'accord dans les petites entreprises. C'est on s'est arrangé. C'est un arrangement. Et je vous assure qu'il y a une très grande solitude du salarié de la très petite entreprise face à son employeur qui est aussi dans une grande solitude. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les uns et il y aurait du noir et du blanc. Les très petites entreprises, c'est là où a lieu la fragilisation du salarié. Il n'y a pas de CHSCT, il n'y a pas de délégué du personnel. Des syndiqués, il n'y en a presque pas. D'ailleurs, je regrette et je le dis et j'assume ce que je vais dire, les centrales syndicales, quelles qu'elles soient, ont déserté le monde de la très petite entreprise en termes de syndicats, en termes de syndiqués, même si après il y a des Non, monsieur Roubillard, non. Alors là, écoutez, pour avoir fait pas mal de très petites entreprises, je peux vous dire que le nombre de syndiqués, on devient même des gens à mettre sous verre quand on est syndiqué dans une très petite entreprise. Donc il est sûr que les très fragiles aujourd'hui, et il est difficile de mettre de la hiérarchie dans la fragilité, mais quand même, les très très fragiles, aujourd'hui, on ne les entend pas. Et là où je rejoins Madame Iborra, c'est que j'ai fait une réunion publique comme beaucoup d'autres, j'en ai fait une notamment où une personne a osé se lever et a dit « Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est la hiérarchie des normes ». Elle travaillait, hein. Je ne sais pas ce que c'est sous les regards goguenards des syndicalistes, d'ailleurs j'ai trouvé ça assez... Elle ne savait pas ce qu'était une hiérarchie des normes. Mais oui, non mais ce dont nous on parle et qui nous paraît naturel, la salariée ce jour-là ne savait pas ce que c'était. Ça a été notre rôle de lui expliquer. Voilà. Donc c'est... Non, Mme Fraisse, vous saviez ce qu'était la hiérarchie des normes. Bien, maintenant je laisse la parole à M. Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, les plus fragiles, ils sont effectivement, je les connais aussi de la même manière que vous les connaissez, d'une part, et d'autre part, les plus fragiles, ils sont souvent aussi à l'extérieur de l'entreprise. Ils sont encore plus fragiles. Dire des dumpings sociaux, c'est effectivement pas avoir de travail du tout. Voilà, non mais il faut peut-être le rappeler aussi, parce que hélas, c'est la première inégalité, c'est la vraie vie. C'est quand même ça, il faut quand même peut-être s'en souvenir. Moi, je suis consterné qu'on puisse, à travers cet article, opposer finalement les accords de branche et les accords d'entreprise. Je pense qu'en fait, les deux ont leur réalité, les deux ont leur nécessité, les deux ont leur complémentarité. Et pourquoi ne pas accepter qu'un accord d'entreprise puisse être un accord favorable à la fois aux salariés de l'entreprise et au développement de l'entreprise? Je pense que c'est une réflexion globale, c'est une vision globale à la fois de l'entreprise par l'intermédiaire de l'employeur, mais aussi par l'intermédiaire des employés, de pouvoir se dire on concourt au développement de l'entreprise et donc finalement à l'économie française. Donc là véritablement, je pense que en fait, si on regarde bien d'ailleurs cet article 2, et si on se réfère un peu à l'histoire de notre droit social, la loi Fillon 2003, la loi Bertrand 2008 avaient déjà apporté des éléments qui allaient dans ce sens et qui pour autant n'ont pas, à mon sens, bouleversé la hiérarchie des normes comme on l'entend ici ou là. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, ce qui me gêne un peu, c'est que effectivement, on a deux articles qui sont tout à fait complémentaires et qui auraient dû être discutés en même temps. Cet article 2 et l'article 13. Parce que d'un côté, dans l'article 2, on donne cette capacité, effectivement, où on reconnaît l'importance, non pas la primauté, mais l'importance de l'accord d'entreprise. Et dans l'article 13, on revient finalement sur les limites qui sont accordées dans cet article 2 à la négociation d'entreprise. Donc c'est à la fois, non mais c'est pas une opposition, c'est une complémentarité des deux articles dans lesquels finalement on revient à un ordre public conventionnel qui d'ailleurs, si on regarde bien le texte, n'est pas forcément compatible avec l'article 1er que vous venez de voter. Parce qu'en fait, on est dans un système qui est un petit peu contradictoire. Puisqu'en fait, on est dans un article conventionnel, alors qu'on dit que la négociation va se faire à droit constant. On modifie les choses. Il y a, à mon sens, là, une difficulté. Bon, ensuite, on reviendra
Oui, absolument. Et on reviendra sur l'article 13 ensuite. Mais je pense qu'il faut avoir cette vision de ces deux articles qui sont complémentaires, où finalement, dans l'article 13, certains y verront des garde-fous, d'autres y verront certainement des positions qui sont un peu éloignées, certes, mais en fait, voilà la difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, cet article 2, alors plus ou moins amendé, il y a des choses, moi, qui ne me conviennent pas, certes, mais je pense que cet article 2, il est nécessaire pour l'économie française et il est nécessaire pour l'ensemble de nos salariés, parce que c'est un moyen, effectivement, de développer l'emploi dans notre pays. Merci. Monsieur Robillard. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, on est un peu sur une discussion générale sur l'article 2. Je pense qu'après, ça nous permettra d'être très bref sur la défense de nos amendements respectifs, d'autant que nous n'aurions qu'à reprendre... C'est ainsi que je l'avais prévu. Voilà, c'est ainsi que vous l'aviez prévu. Bon. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. D'abord, dans cet article 2, il n'y a pas que la question du rapport de la branche à l'entreprise. Il y a très clairement, effectivement, la place de la loi et le fait qu'on fait davantage de place à la négociation collective, avec cette trinité qui est disposition d'ordre public, champ de la négociation collective et disposition supplétive, donc en l'absence d'accord. Bon. Ce qui est quand même une façon assez nouvelle de présenter le droit du travail et les différentes institutions qu'il compose. Et avec une inquiétude qui n'est évidemment, mais qu'elle soit fondée ou pas, à partir du moment où on restreint ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire le caractère a priori d'ordre public des règles légales en matière de droit du travail, ça fait naître une inquiétude. La deuxième chose, c'est sur la branche. Moi, j'entends bien que les branches ou le paysage des branches ne donnent pas nécessairement une grande satisfaction. Certaines fonctionnent, il y en a une bonne cinquantaine qui fonctionnent remarquablement bien. Qu'il ne faudrait pas, sur 700 peut-être. Oui. Mais ça fait maintenant 3 lois sur lesquelles nous travaillons sur les branches. La loi Sapin, la loi Rebsamen et la loi d'aujourd'hui. Si on s'attache à chaque fois à essayer progressivement de se doter des outils qui permettront d'avoir des branches plus solides, c'est bien, me semble-t-il, si on a une cohérence, qu'on pense que c'est important, les branches. Et pourquoi c'est important ? Parce que, classiquement, la fonction de la négociation de branche, en tout cas une des fonctions, c'est de permettre d'éviter que l'ajustement concurrentiel des entreprises ne se fasse par les conditions salariales et de travail. Et que cette fonction-là, on peut l'imaginer et au niveau interprofessionnel et au niveau de la branche, mais que, évidemment, elle n'a pas sa place au niveau de l'entreprise, parce que ce n'est pas dans l'entreprise toute seule qu'on peut réguler la concurrence. Et que, par conséquent, la régulation de la concurrence, elle se fait au niveau de la branche, à minima. Bon. Elle ne peut pas se faire au niveau de l'entreprise. La troisième... Donc, les branches, ce n'est pas la panacée, mais branche et niveau interprofessionnel, et également multiprofessionnel, c'est la condition nécessaire pour essayer, non pas de supprimer la concurrence, mais que celle-ci ne se fasse pas par du dumping social. Voilà ce qui est dit. Et je pense que là-dessus, c'est assez objectif et personne n'est contre. La troisième chose, c'est que, comme l'ont dit déjà certains, on n'oppose pas les accords de branche et les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, ils existent depuis assez longtemps. La gauche, après tout, à travers les lois Auroux, est assez fière d'avoir développé la négociation d'entreprise. Le problème, là, cette fois-ci, devient le rapport entre la branche et entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise. Et donc, il est intéressant de regarder quelle est exactement aujourd'hui la nature de ce rapport. Parce qu'on semble dire qu'aujourd'hui, la branche phagocyterait, paralyserait la possibilité des accords d'entreprise. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, y compris on pourrait se poser la question de la remise en question de la règle actuelle qui a été fixée par la loi du 4 mai 2004, la loi Fillon. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est l'article L 2253-3, où de façon inhabituelle, c'est le deuxième alinéa qui fixe la règle et le premier alinéa qui fixe l'exception. Mais que dit la règle, c'est-à-dire le deuxième alinéa ? Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord. Donc le principe, c'est la dérogation possible. Ce qui veut dire que cet article acte
la fin du principe de faveur dans les rapports entre la branche et l'entreprise. Mais il apporte une modulation, cet article. C'est-à-dire il apporte une double modulation. Il dit d'abord, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. Autrement dit, au niveau de la branche, les partenaires sociaux peuvent définir un ordre public de branche. Un ordre public conventionnel, ce qu'a appelé M. Combrexel un ordre public conventionnel. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et le premier alinéa dit dans un certain nombre de matières, qu'il énumère, il s'agit des classifications, des garanties collectives complémentaires, donc c'est la protection sociale, et des mutualisations des fonds en matière de formation professionnelle, et les salaires minima, les 4 domaines dans lesquels, d'ordre public, les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de branche. Bon. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que, de façon un peu paradoxale, on dit qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux, et j'accepte le principe. Confiance de principe, une présomption de confiance, qui supporte la preuve contraire, mais on fait confiance a priori. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, il n'y a pas de dialogue social. Mais d'une certaine façon, l'article 2, dans la façon qu'il conçoit les choses, en disant les accords d'entreprise ont le pas sur les accords de branche, il vient mettre en une certaine forme de défiance à l'égard des partenaires sociaux quand ils sont au niveau de la branche, en préférant leur faire une préférence au niveau de l'entreprise. Mais je ne comprends pas ça. J'entends bien que la question de la gestion du temps de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise, oui. Mais pourquoi aller interdire aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, pardon, sont les mêmes, C'est pas forcément les mêmes en termes de représentativité entreprise par entreprise, mais oui, mais non, c'est pas le problème. Non, on ne choisit pas ses interlocuteurs. Il y a ceux qui sont représentatifs au niveau de la branche, il y a ceux qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise. Mais c'est les mêmes syndicats, c'est les mêmes employeurs. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on leur interdirait de définir un ordre public de branche? C'est d'autant plus paradoxal que dans l'amendement que nous a remis le gouvernement tout à l'heure, sur le 359, l'amendement AS 359, on invite les branches à définir l'ordre public conventionnel. Et là, la loi sur la question du temps de travail, vient dire, non. Les partenaires sociaux, ils ne pourront pas définir un ordre public conventionnel en matière de temps de travail. Moi, franchement, je ne comprends pas cette logique-là. Et je me dis que la logique actuelle, elle donne une souplesse incroyable. Incroyable. C'est la branche qui définit ce le principe, c'est la dérogation possible. L'exception, c'est l'ordre public. Et il faut, pour que ce soit exception, que les partenaires sociaux se soient mis d'accord dessus. Et on empêcherait que ça fonctionne en matière de durée du travail. Mais pourquoi ? C'est pour ça aussi qu'il y a un problème. C'est une autre façon peut-être de le poser, mais ça me paraît important de le dire à ce stade-là. Merci, Monsieur Robillard. Monsieur Liebgott. Oui, après cette intervention particulièrement didactique, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que le sujet de la version des normes, à écouter Denis Robillard, paraît finalement un sujet relativement simple. C'est effectivement ne pas faire bouger les choses qui aujourd'hui prévalent et qui satisfont tout le monde. Moi, j'entends les syndicats depuis des années et des années. Je reconnais d'ailleurs que dans cette maison, nous avons pendant longtemps, de ce côté de l'hémicycle, défendu cette situation pérenne. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un texte qui, si j'entends le paysage syndical une fois de plus, satisfait certains syndicats, et parmi les plus importants, la CFDT en particulier. La CFDT a même été jusqu'à dire, enfin en tout cas son secrétaire général, que ce sujet ne méritait pas l'hystérie qui se développe autour d'une question qui finalement n'est qu'une évolution. La CGT reste effectivement fortement opposée. Alors c'est un vrai problème par rapport à notre dialogue social, puisque ce sont les deux premiers syndicats. Et ce sont des syndicats avec lesquels nous avons souvent des relations privilégiées. Et souvent, la loi, on y revient toujours d'ailleurs, doit effectivement soit valider ou invalider le cas échéant. Mais là, on est quand même confronté à un sujet difficile puisque nous sommes confrontés à des forces syndicales importantes qui sont en totale opposition. Et leur opposition me paraît même plus violente encore que celle qui nous oppose ici au sein de cette commission, si j'entends les interventions des uns et des autres.
Et puis, il y a d'autres syndicats, et c'est le cas en particulier de FO, et je néglige pas tous les autres qui ont une position, qui disent, voilà, il y a des avancées. Et moi, j'ai envie de dire, effectivement, qu'il faut qu'on évite d'hystériser cette situation. Parce qu'en réalité, on est confronté à quoi? Sur la durée du travail, simplement. Sur la durée du travail, on va aller vers des accords d'entreprise qui seront majoritaires à plus de 50%. Est-ce qu'effectivement, c'est une révolution ou pas? Que ce soit un début d'inversion des normes, oui, incontestablement. On entrouvre une porte. J'ajoute néanmoins que dans le projet gouvernemental, il y a aussi une volonté de simplifier le nombre de branches et d'aller peut-être vers un peu plus de lisibilité. En tout cas, aujourd'hui, au point où nous en sommes, je partage l'opinion exprimée par certains qu'il aurait été utile qu'on ait effectivement le débat sur l'article 13 en même temps, puisque c'est quand même le même sujet. Si cela d'ailleurs pouvait faire en sorte que nous soyons tous d'accord, ce serait encore mieux, mais j'en suis quand même pas tout à fait sûr. Je vois mes collègues de droite approuver, mais j'entends aussi ou j'écoute aussi ce qui s'est dit au Sénat. Et le Sénat n'a pas fait effectivement dans le détail, puisqu'il a réimposé, lui, en termes de durée du travail, 39 heures, rémunérées 35. Donc les compromis ne sont pas au Sénat, ils sont difficiles entre syndicats. Il ne faut pas demander à l'Assemblée nationale de faire non plus des miracles. Et je crois que cette petite ouverture que nous faisons, on peut l'entendre, on peut la discuter, mais je pense qu'elle sera conclue par l'analyse et l'examen de l'article 13. En tout cas, je souhaiterais, même si ce n'est pas dans le débat et ce n'est pas en présence de la ministre, que le rapporteur puisse nous dire quand même quelques mots du contenu de l'article 13, parce qu'il me paraît compliqué de se positionner sur l'article 2 sans avoir tous les éléments. Je rappelle que l'amendement de la ministre est porté à votre connaissance depuis hier sur les sites amendements. Voilà. Donc ensuite, j'avais une demande de parole de Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. J'avoue que je me demande si le travail qu'on réalise actuellement est utile, puisque le Président de la République a réaffirmé que de toute façon cette loi serait votée, elle serait promulguée, et que si jamais on ne s'entendait pas au Parlement, il y aurait recours au 49.3. Moi, je suis ravie d'avoir entendu notre collègue Madame Iborra faire la promotion des accords d'entreprise. Moi, je suis élue depuis 2012. Et j'ai pas vraiment entendu ce genre de propos lorsque nous avons débattu de la loi sur la sécurisation de l'emploi. Et c'est au cours de cette loi que moi j'ai entendu parler pour la première fois de cette fameuse hiérarchie des normes par Jean-Marc Germain en l'occurrence, qui disait que on était absolument à gauche attaché à cette hiérarchie des normes. Donc je me dis qu'au moins en 4 ans il y a eu du progrès. Et je m'en félicite pour entendre qu'aujourd'hui, un accord d'entreprise pourrait primer et qu'un accord d'entreprise peut, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, être plus favorable pour les salariés. Et cette hystérie dont vous parlez, moi je dirais ces mouvements vifs qu'on peut entendre, qu'on peut voir, on peut les comprendre. Parce que ceux qui aujourd'hui s'opposent à cet article 2 de façon véhémente, et notre collègue Jacqueline Fraisse l'a rappelé, ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Trahis sur le fond, parce que depuis des années, c'est surtout pas ça qu'ils défendent pour les salariés, et trahi sur la forme avec le 49.3 de la première lecture. Alors, vous l'avez dit aussi, ce qui est assez paradoxal dans ce débat, c'est que tout le monde parle de cette loi travail. Moi aussi, j'ai fait des réunions dans ma circonscription, et vous avez encore plus de la moitié des Français qui s'estiment mal informés. Alors, ils sont contre quand on les interroge, mais ils s'estiment mal informés. 67% seraient opposés. Mais quand on creuse un petit peu, et la chaîne parlementaire a publié, j'imagine que vous avez été destinataire, une étude qui est assez intéressante. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les Français, bien évidemment, souhaitent préserver leurs droits les plus légitimes. C'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir dans l'article 1 les droits et devoirs fondamentaux inscrits dans le Code du travail. Donc ils sont attachés à ce que les heures de travail soient rémunérées.
c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça qu'il y a un débat sur les heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires. Et là où je ne vous rejoins pas, chers collègues, c'est que les heures supplémentaires défiscalisées, ça avait donné du pouvoir d'achat supplémentaire à 9 millions de salariés. Et moi, je sais que dans ma région, en particulier la Bretagne, pour l'industrie, pour les transports, ça avait été véritablement une avancée sociale. Et quand donc on creuse sur ce que les Français sont prêts à accepter, ils sont pleins de bon sens. Ils reconnaissent plutôt majoritairement que les accords d'entreprise, eh bien, ça peut primer. Je vous reprendrai deux remarques parce que je trouve qu'elles sont révélatrices de ce qu'on devrait nous-mêmes intégrer. Je crains que les experts n'intègrent pas ça. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les lois collent avec le terrain et on a parfois le sentiment qu'on s'en éloigne. Chaque entreprise est un cas particulier et les mesures qui conviennent pour les uns ne sont pas valables pour les autres. Chaque entreprise est différente, même dans un secteur identique. Donc, cela doit se faire au cas par cas. Je pense que cette idée, elle fait son chemin. Et merci aux députés de la majorité de nous aider à le faire parce que là, il y a un travail qui progresse. Malgré tout, il y a encore des résistances, mais je pense que la première des résistances, elle vient du fait que c'est pas ce que le président de la République a annoncé quand il a été élu. Et quand on voit ce qu'il déclare aujourd'hui, moi je comprends que la rue puisse s'exprimer et que certaines organisations syndicales qui ont appelé à voter pour François Hollande soient aujourd'hui révoltées. Donc, je rejoins Mme Iborra quand elle vous disait qu'on n'était pas en campagne électorale. Vous êtes en campagne électorale, Mme Le Callennec, permanente. Enfin, si vous avez fait des réunions publiques et vous avez défendu le texte, je tenais à vous en remercier. Voilà, donc... Oui, Mme Le Callennec. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai fait des réunions publiques et j'ai été très honnête. J'ai expliqué aux gens ce qu'il y avait à l'intérieur du texte et j'ai expliqué aux personnes qui étaient présentes, et j'avais invité des organisations patronales et des organisations de salariés, je leur ai expliqué ce qui faisait dissensus et ce qui faisait consensus. Mais ça, c'était pour la première lecture. Merci beaucoup. Bien. Donc on s'est largement exprimé sur cet article 2. Ah, Monsieur Gilles, pardon. Oui, rapidement pour faire le point, et puis finalement, parce que c'est quand même là que ça se joue, le texte, c'est quand même, ça s'est cristallisé sur l'article 2. Oui, ça s'est cristallisé, pour autant ça ne se joue pas que là-dessus. Non mais soit vous commentez tous mes propos, soit... bon. Donc ça s'est cristallisé sur cet article 2, et c'est un peu dommage que finalement la ministre ne soit pas restée, parce que je crois que nos collègues ont raison de dire, après elle va nous expliquer à l'article 13 ce qu'il fallait comprendre, mais ça se joue là, je maintiens. Pourquoi? Parce que je pense que là, il y a deux difficultés, pour ne pas dire deux embrouilles qui sont sur, voilà, ou ressenties comme telles. L'enjeu, c'est de développer, et tout le monde est d'accord, la négociation collective. Voire même, et même le gouvernement a repris l'idée d'un ordre social conventionnel. Voilà. Donc on est tous d'accord là-dessus. Et on peut considérer qu'il fallait laisser à la négociation collective le soin de définir justement le niveau pertinent où se discute chaque sujet. C'est-à-dire que c'est ça le principe qu'on devrait retenir, une sorte de, ça s'appelle la subsidiarité. Le Premier ministre parle parfois de décentralisation, on voit l'analogie, mais je crois qu'on est plus dans la subsidiarité. On définit, et ça a été dit, nous souhaitons qu'au sein de chaque branche, employeurs et syndicats négocient pour définir les thèmes sur lesquels un accord d'entreprise ne pourra pas déroger à l'accord de branche. Et ça, c'est l'expression de la ministre hier. Donc maintenant, les choses sont claires. Sauf, qu'est-ce qui se passe dans l'article 2 ? C'est que, ça sera pour l'article 13, mais l'article 2, c'est l'État qui arrive et qui dit, mais toute une série de sujets, bon, finalement, c'est l'entreprise. Alors, on peut le discuter. Ben oui, mais enfin, on est déjà dans une sorte de contradiction. Moi, je serais pour qu'il y ait une discussion de branche, comme c'est dit dans le principe, et que les branches, elles disent, ben ça... Et c'était l'esprit, moi j'en ai discuté avec Jean-Denis Combrexel, c'est l'esprit du rapport Combrexel. Il y a l'ordre public, la loi, après, il y a un ordre conventionnel et les branches disent ce qu'elles renvoient à la négociation d'entreprise. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Pourquoi ça bloque l'article 2 ? C'est que là, on arrive et on prend toute une série de sujets et on dit c'est l'accord d'entreprise. Non plus qui déroge, qui s'impose. Pourquoi pas ? Mais
on a quand même un vrai sujet. Et puis, quelle est l'embrouille dans l'embrouille? C'est les heures supplémentaires. Pourquoi on fait tout ça? Pour pouvoir dire que le calcul et le montant des heures supplémentaires, on le fait entreprise par entreprise. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème. Moi, si on corrige ça, je veux bien changer de position. Mais parce que ça a été cherché pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation, et d'ailleurs ça va peut-être bouger, où on n'a pas de gouvernement économique de l'euro. Donc avant, comment on régissait? Quand on avait des difficultés, on jouait sur les dévaluations. On est bloqué sur cette chose-là, donc on n'a plus qu'une marge de manœuvre sur le travail, c'est le temps de travail et les heures supplémentaires. Les deux sujets sont liés, c'est-à-dire comment on fait bouger ça. C'est la seule variable qui nous reste, et c'est pour ça qu'on est arrivé dans cette difficulté. Donc moi, pas m'exprimer longuement, mais je pense que ça aurait été plus simple si on avait appliqué ce principe de subsidiarité. Et puis, de ce point de vue-là, moi j'assume pleinement, je dis que sur le calcul des heures supplémentaires, je pense que, et de leur montant et de leur mode de calcul, on n'en est pas encore en mode de calcul, enfin je crois que le Sénat l'a fait, moi je pense qu'on ne peut pas laisser ça au niveau de l'entreprise. Et par ailleurs, moi je suis favorable à ce qu'il y ait plein d'accords d'entreprise, mais que cet ordre social conventionnel soit organisé. Et là, tout d'un coup, il y a une intervention de l'État qui est en partie idéologique d'ailleurs, et qu'une partie, je le dis moi, du camp des social-démocrates, des sociodémocrates, on ne peut pas s'y retrouver. On ne peut pas s'y retrouver là-dedans. On n'est pas opposé aux accords d'entreprise, mais on est pour une vraie organisation de la négociation collective, alors que là, elle est déformée tout d'un coup, et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème sur l'article 2. Bien, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne sais pas s'il faut tout reprendre ce qui a été développé sur l'article 2, mais il y a un truc qui n'est pas logique. Et alors, dans ce que vient de dire Jean-Patrick Gilles, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Car on ne peut pas dire en même temps que l'ordre public doit dire ce que la loi conserve, pour ensuite, si, c'est exactement ce qui vient d'être dit, pour ensuite dire l'ordre social définira ce qui de la branche veut ou pas. Et c'est bien ce que fait l'article 2. L'article 2, il dit, par la loi, on considère que l'organisation du temps de travail est de l'ordre public. Par la loi. Exactement la démonstration qui va être faite. Alors on peut être en désaccord avec ça. Non, pardon, mais on peut être en désaccord avec ça, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas ce qui est proposé. Et d'ailleurs, l'article 13, que je ne veux pas commenter avant que la ministre le présente, mais l'article 13 dit, on peut en effet transmettre à la branche la possibilité de dire ce qui relève de la branche ou ce qui relève de l'entreprise, sauf là où la loi aura considéré que c'est autrement. C'est le cas de l'article 2. Donc l'architecture, elle est parfaitement respectée. Et l'architecture Combrexel est parfaitement respectée dans cette organisation. Alors après, on peut être en désaccord sur le fait que l'article 2 dit par la loi que ce n'est pas la branche qui dit si c'est de l'ordre de la branche ou de l'ordre de l'entreprise, mais c'est la loi qui le définit. Et on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, car lorsque j'écoutais Denis Robillard, dans un développement que je dirais presque théorique, où il nous dit, mais depuis 2004, on peut en effet déroger dans le cadre de la branche. Ouais, mais le problème, c'est que ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas à cause des deux éléments que Denis Robillard a remis en avant, qui font en effet qu'il y a un blocage à la possibilité que le législateur de l'époque donnait à dire qu'un accord d'entreprise pouvait être, à un moment, considéré comme pouvant même déroger, et c'est vrai, c'est ce qui est dans le texte, pouvant même déroger à l'accord de branche. Et donc aujourd'hui, il y a deux manières de voir les choses. Celle de nos collègues du Sénat et de l'opposition ici qui dit, en gros, c'est open bar, allons-y sur tous les sujets. Et celle qui est suggérée par le gouvernement et la majorité, qui est de dire, il y a des sujets dont on considère que ça relèvera de l'ordre social, c'est-à-dire que la branche définira ce qui est possible à la branche ou ce qui est possible à l'entreprise. Et puis il y a l'ordre public qui, lui, dit que sur certains sujets, on peut aller directement à l'accord d'entreprise. C'est ça la problématique dans laquelle on est. C'est ça la problématique dans laquelle on est. Et donc, sur la question, je reviens du coup maintenant aux fondamentaux de l'article 2, qui est l'organisation du temps de travail. C'est ça l'article 2. Et est-ce qu'on considère que permettre à l'accord d'entreprise de répondre à la question de l'organisation du temps de travail à l'intérieur de l'entreprise est un élément qui est si déterminant qu'il doit impérativement être arbitré à l'échelle de la branche?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et il y a un sujet, et Jean-Patrick Gilles l'a dit, qui est celui des heures supplémentaires. Il y a un sujet qui est celui des heures supplémentaires. Où, par ailleurs, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà possible, là par contre, dans d'autres branches qui l'ont autorisé, et où il y a des accords d'entreprise qui sont plus défavorables si on considère la seule thématique des heures supplémentaires, puisque j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas comment on faisait la définition d'un accord favorable ou défavorable, puisqu'il y a plusieurs critères. Mais si on n'en retient qu'un, ils peuvent être plus défavorables. Et en évidence, ça n'a pas montré le dumping social qui est craint par beaucoup. Donc, je reviens pour dire, à un moment, je pense qu'il faut essayer de tenir compte d'une forme de réalisme de ce qu'est la situation. Et pas simplement des éléments d'analyse globaux qui, me semble-t-il, ne correspondent pas à la réalité de ce que sont nos entreprises aujourd'hui. Je termine par une interrogation qui a été formulée par Fanny Coréconte. La protection des plus fragiles. Enfin, excusez-moi, mais ça a été dit, mais je veux le répéter. La protection des plus fragiles, c'est aussi s'arranger pour que nos entreprises soient en situation de répondre à la compétitivité qui existe. On ne va quand même pas faire comme si ça n'existait pas. On n'est quand même pas revenu, me semble-t-il, à une vision corsetée du marché, et qui fait qu'il y a quand même aujourd'hui un nombre non négligeable de nos concitoyens qui sont sans emploi. Qui sont sans emploi. Et à un moment, ne pas permettre à nos entreprises de pouvoir s'adapter dans des règles. Moi, je ne suis pas pour le tout libéralisme, loin s'en faut. Mais permettre à nos entreprises de s'adapter pour soit préserver des emplois, soit en conquérir de nouveaux, soit grandir, ne me paraît pas quand même être contre-productif par rapport à l'enjeu de protection des plus fragiles. Donc c'est ça la définition de sujet sur lequel nous sommes. Et imaginez que parce que nous aurions un accord de branche, qui définirait les choses, ça nous protégerait de tout le reste, je le redis, c'est une illusion de l'esprit. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ne pas être dans une approche que je respecte par ailleurs, mais qui me semble être franchement parfois plus théorique qu'elle n'est réelle par rapport à la situation du terrain. Merci. Donc nous allons passer au vote sur ces amendements de suppression. Monsieur Richard. Si, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais... Richard, je souhaiterais que vous leviez le bras bien avant, parce que on lance les... Et ça fait quand même plusieurs fois que vous le faites, ça. Hein. Allez-y. J'ai levé le bras il y a très longtemps, mais... Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais souligner l'honnêteté intellectuelle de notre collègue Jean-Patrick Gilles et la pertinence de sa démonstration. Quand je disais qu'il n'avait pas que la ministre n'était pas là, il aurait pu faire tout à fait œuvre de ministre d'un gouvernement qui se veut social-libéral. Juste, Madame la ministre, pointer du doigt ce qu'il a fait lui-même sur l'embrouille, mais la double embrouille en fait. Parce que nous avons l'embrouille. Parce que quand on dit que nos concitoyens ne comprennent pas ce texte, rassurez-vous, ils vont très vite comprendre que demain, les heures sup ne seront pas payées la même chose qu'aujourd'hui. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Voilà, tout le monde peut comprendre que demain, les heures sup ne seront pas payées de la même manière qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et la double embrouille, c'est que les amendements déposés par le gouvernement et le rapporteur, on n'est pas à droit constant. Ce qui nous avait été prévu... C'est une modification au-delà de substantielle du texte initial et je trouve que là, manifestement, en essayant de se rattraper par rapport à la contestation syndicale, le gouvernement sort de la route. Bien, donc nous passons au vote sur ces amendements de suppression avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est pour les amendements de suppression de l'article 2 dans sa totalité ? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement 123 de Madame Marcel n'est pas défendu. L'amendement numéro 4 de Madame Laclais, défendu par Madame Laclais. Oui, merci Madame la Présidente. Très brièvement, je vous propose par cet amendement de se mettre en conformité avec un arrêt de la Cour européenne de justice du 10 septembre 2015. Je précise que cet amendement concerne principalement les salariés qui sont à un comptage horaire de leur travail. Dans ce cas, les déplacements initiaux ou finaux
change complètement la situation par rapport à des salariés qui sont au forfait ou quand on est au forfait jour, les déplacements sont compris. Et donc, il vous est proposé, dans ce cas très précis et conformément, me semble-t-il, à un arrêt de la Cour européenne de justice, eh bien, de prendre en considération ces déplacements initiaux dans le temps de travail. Merci. L'avis du rapporteur. Ça va être le même avis que celui que j'avais donné en première lecture, puisque notre collègue Bernadette Laclais fait référence à un avis, une jurisprudence de la Cour européenne de justice. Elle a raison, sauf que l'arrêt ne concerne qu'un secteur très spécifique, qui est celui du transport. Donc, ce qui est suggéré au travers de la proposition de Bernadette Laclais, c'est d'étendre finalement cette jurisprudence à l'ensemble du secteur, notamment celui sur lequel elle est particulièrement engagée. Moi, ce que je crois, c'est que c'est difficile, encore une fois, d'étendre un cas très particulier sur l'ensemble des salariés qui, par ailleurs, posent la difficulté de savoir entre ceux qui ont un lieu fixe, un lieu ou habituel de travail ou pas, ce qui est quand même une notion non négligeable. En outre, je crois qu'il y a une généralisation de la conclusion de cet arrêt remettrait en cause les règles, en tout cas que je crois moi claires, qui régissent le temps de déplafonnement professionnel, d'autant plus que la catégorie des salariés qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel est, comme je le disais à l'instant, imprécise, large. Donc dans le cas actuel, en tout cas, seuls les VRP constituent une catégorie identifiée de salariés itinérants. Voilà pourquoi j'émets un avis défavorable à cet amendement. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 4 avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 286 du rapporteur. Oui, c'est un amendement qui pourrait apparaître comme sensible, mais qui est très clair. Hein. C'est supprimer ou rendu pénible, qui a été ajouté par le Sénat. Ça concerne les personnes qui sont en situation de travailleurs handicapés. Bien évidemment qu'il est important de prendre en compte les contraintes spécifiques qui pèsent sur certains salariés handicapés pour effectuer à la fois leur trajet quotidien entre le domicile et le travail. Mais la notion de pénibilité du trajet est d'ordre relativement subjectif et peut être à discussion, autrement dit, être source de contentieux, à l'inverse d'un trajet majoré qui, lui, constitue un critère objectif. C'est pour ça que je suggère d'enlever ou rendu pénible. Je ne pense pas que nous n'ayons de difficulté par rapport à l'objectif qui est recherché, mais c'est pour éviter un risque contentieux que je vous propose cette rédaction. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 286 du rapporteur, avis favorable bien sûr. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.